comme tu l'avais fait, ou si tu veux que je lance. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire entre Freelance République et Super Indep. Aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir discuter ensemble avec Vincent. Donc Vincent, toi, pour que tu puisses plus apporter ta vision et ta connaissance sur toute la partie mission, trouver des missions, trouver de l'activité en freelance. Et moi, peut-être plus sur toute la partie administrative, gestion et galère qu'on peut avoir par rapport à ça. Et l'idée, ça va être de discuter aujourd'hui sur un sujet qui nous tient à cœur, tous les deux. Moi, j'ai pas mal d'anecdotes, en tout cas, à raconter sur le sujet, qui est donc trouver, comment est-ce qu'on trouve l'équilibre entre vie pro et vie perso quand on est freelance, parce que mine de rien, ça fait pas mal de changements par rapport à quand on est salarié. Donc salut Vincent, est-ce que du coup tu veux te présenter vite fait pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Ouais, merci Emilien, bonjour à tous. Oui, moi je suis un des cofondateurs de la plateforme Freelance République, que certains d'entre vous connaissent peut-être, utilisent, j'espère. Nous, Freelance République, depuis 10 ans, c'est lancé il y a une dizaine d'années maintenant, nous animons une communauté d'à peu près 15 000 freelances, présélectionnés au sein de notre communauté, à qui nous proposons des missions dans notre réseau de clients et j'y reviendrai peut-être après, parce que je pense que ça a un vrai impact sur tout ce qu'on va discuter aujourd'hui, avec l'objectif de soigner la mise en relation, de faire même, on peut dire, du sur-mesure, avec l'objectif que les missions durent. On ne travaille que sur les missions long terme, dans tous les métiers de l'informatique. Voilà, donc ça, c'est le domaine qu'on adresse dans le cadre de missions long terme, dans tous les métiers de l'informatique. Et donc moi je m'appelle Emilien, je suis un des cofondateurs de Super Indep qui accompagne des auto-entrepreneurs dans toute leur vie d'auto-entreprise, tout simplement, depuis la création jusqu'à, on l'espère pour vous, le changement parce que vous aurez explosé les plafonds 2 années de suite. On va gérer toute la partie accompagnement administratif. On va s'assurer que vous ne puissiez pas avoir de mauvaises surprises et justement que ça ne vienne pas impacter. Alors là, pour le coup, aussi bien justement que des problèmes pro de gestion ne viennent pas impacter votre vie perso. Et ce que tu dis, moi, ça me parle bien, puisque avant de fonder Super Indep, j'étais développeur à mon compte. Donc, j'ai utilisé des plateformes comme Freelance République. Alors, c'était en 2013, donc c'était pas encore aussi répandu. Mais effectivement, c'est un des premiers points. Euh, Moi, ce qui vraiment m'a donné envie, en tout cas à l'époque, de lancer Super Indep, c'était justement cette problématique de en fait, j'ai pris un risque en me mettant à mon compte. Et au début, tout se passait bien, je gagnais plein d'argent, j'avais plein de temps, j'étais content, je pensais que tout était OK. Et en fait, au bout de 3 ans, en gros, pour la faire courte, j'ai reçu un courrier qui m'a réclamé 30 000 euros du jour au lendemain, parce que un organisme de retraite avait pas enregistré en fait mon activité. Et quand c'est moi en plus qui les ai prévenus, ils ont fini par me dire ah bah oui, effectivement, il y a un problème, vous nous devez 30 000 euros, mais vous avez 2 semaines pour payer, donc tout va bien. Et là voilà, on voit bien comment son activité pro en fait peut venir complètement empiéter sur la partie perso et poser des gros soucis. Et donc, typiquement, nous, voilà, c'est ce qu'on veut éviter avec Super Indep. C'est pour ça qu'on prend la main sur tout l'aspect administratif et qu'on est capable d'être proactif sur toutes les déclarations et vérifier au niveau des organismes qu'il n'y a pas des soucis, des inconnus, des choses voilà, qui sont pas maîtrisées. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que enfin moi en tout cas, une des raisons pour laquelle je me suis lancé à la base, c'était précisément pour trouver un meilleur équilibre pro-perso, notamment parce que j'avais une très forte volonté de progresser dans mon métier, comme beaucoup de gens, et que en fait, en tant que salarié, j'arrivais pas à dégager, à trouver ce temps-là. Et c'est une des principales raisons pour laquelle moi je me suis lancé. Est-ce que t'as souvent ce genre de retour justement de gens qui veulent changer un petit peu leur problématique pro-perso et qui pensent au freelancing pour ça? Alors déjà, tu vois, j'ai une première remarque, c'est que je pense effectivement que c'est la meilleure façon finalement de se lancer dans le freelancing,
l'approche vraiment professionnelle, c'est-à-dire cette volonté de mieux choisir les missions dans lesquelles on va s'investir pour progresser, découvrir de nouvelles choses, s'épanouir professionnellement. Souvent, ce qu'on assimile à le titre, en l'occurrence, à le webinaire, l'équilibre pro-perso, on a tendance à opposer les deux et à considérer qu'effectivement, il faudrait peut-être un peu moins bosser, même si c'est absolument nécessaire, on en a besoin pour financer son quotidien, et peut-être un peu plus penser, raisonner perso, loisirs, bonheur. Finalement, on oppose, avec la notion de bonheur derrière, on oppose la vie pro et la vie perso, et je pense qu'on a tort. Et nous, finalement, quand on s'est lancé il y a 10 ans, bon, j'ai mon âge, et il y a 10 ans, j'avais déjà un certain âge, l'âge en tout cas suffisamment âgé pour avoir déjà une expérience derrière moi, et pas qu'une bonne expérience. Et effectivement, la notion d'épanouissement au travail et l'impact que ça peut avoir sur la vie perso, moi je l'ai connu. Et donc on sait aujourd'hui, il y a plein d'études qui le disent, que évidemment la vie professionnelle, le job dans lequel on s'investit et où on va passer une bonne partie de sa semaine et donc de sa vie, ça a un énorme impact sur la vie perso, sur l'épanouissement professionnel, donc l'épanouissement personnel et le bonheur qu'on va ressentir globalement dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas les opposer, mais juste s'assurer qu'on réunit toutes les conditions pour être heureux dans son boulot. Et donc, ça peut passer par effectivement déjà le freelancing pour avoir plus de liberté dans le choix de ses missions, mais ça impose aussi une grande responsabilité personnelle. Ça nous oblige chacun individuellement parce que ça implique que dans des situations comme celles qu'on vit aujourd'hui d'ailleurs, où les indépendants ont peut-être le sentiment de tenir un peu moins le couteau par le manche. C'est plus dur, c'est plus compliqué de trouver un job. Il y a toujours évidemment son quotidien à gérer, comme tu viens de le dire. Donc effectivement, la vie d'un dev est peut-être un peu plus compliquée aujourd'hui, alors en tout cas elle peut sembler l'être. Eh bien c'est là qu'effectivement il faut continuer de faire les bons choix, parce que les choix qu'on va faire, notamment les choix de mission qui impliquent derrière les équipes avec lesquelles on va bosser, les sujets sur lesquels on va travailler, les compétences qu'on va développer, l'entreprise pour laquelle on va bosser et les valeurs qu'elle embarque. Enfin, tout ça va avoir un gros impact sur son niveau de satisfaction personnelle au boulot et donc son niveau de bonheur, d'épanouissement. Et c'est ça qui va nous faire dire si l'équilibre pro-perso est le bon, quoi, finalement. Quand on est heureux au boulot, on se pose rarement la question. Et moi, je peux que rebondir là-dessus, puisque, voilà, comme je disais, moi, je voulais progresser. Et en fait, cette optique, cette possibilité de choisir, alors, justement, on va toujours mitiger, mais en gros, de choisir le pourquoi et avec qui je travaillais, c'était un de mes gros moteurs, effectivement, pour me mettre à mon compte et qui a vraiment changé, plus tard, clairement, ma carrière pro, puisque, du coup, j'ai pu progresser sur les sujets qui m'intéressaient et devenir un expert dans le domaine qui m'intéressait. Et forcément, c'était beaucoup plus épanouissant et beaucoup plus motivant pour moi, versus d'autres gens que je connaissais qui étaient salariés, à qui, pour le coup, on imposait des sujets ou des missions, et qui, du coup, regardaient de loin, par exemple, ce que je faisais en me disant « ça a l'air super, mais en fait, on peut pas le faire dans la vraie vie. » Si, on peut le faire dans la vraie vie, il suffit de s'en donner les moyens. Après, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on commence à chercher des missions, des compétences qui sont très nichées, évidemment, c'est plus dur à trouver, mais il faut bien vous dire qu'en face, la personne qui a ce besoin-là, il a aussi beaucoup de mal à trouver. Et donc, le jour où ça match, c'est évidemment extrêmement intéressant. Mais par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que voilà, on est toujours pris un peu entre les deux, entre se dire, ok, on voudrait pouvoir en effet choisir autant que possible ses missions. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que les freelances vendent en disant, regarde, maintenant moi je choisis, je fais ce que je veux. Mais tu l'as bien rappelé aussi, à un moment donné, il faut quand même payer les factures, il faut manger à la fin du mois. Et donc, comment tu gères en fait comment tu jongles entre voilà, un tien vaut mieux qu'un tu l'auras. Je me rappelle même plus exactement de l'expression, mais voilà. C'est ça l'idée. Donc des fois, si on me propose une mission avec un TJ peut-être pas fou et peut-être un peu loin de chez moi, mais que là tout de suite je suis un peu en galère ce mois-ci,
bah, je vais vraiment être tenté de la prendre, alors que peut-être si j'attendais un mois de plus, en effet, je pourrais avoir une opportunité beaucoup plus intéressante. Quel conseil, quelle recommandation tu pourrais te donner, toi, par rapport à ça, et quel est le genre de comportement que tu vois autour de ça? Moi, je suis obligé de faire le lien avec un autre sujet, mais tout ça est très lié en fait. Peut-être même qu'on en a parlé ensemble à l'occasion du précédent webinaire. Mais effectivement, dans une période comme celle-là, il y a des pièges. Il y a une quantité, et même globalement dans la vie de freelance, hein, il y a des pièges à éviter. Il y a parfois des facilités que moi je conseille d'éviter, qui consistent à choisir une mission, pas forcément pour les bonnes raisons, en tout cas celles qui permettent de construire un beau profil de freelance dans la durée. Le TJM en fait partie. On va parfois choisir la mission qui est la mieux rémunérée, qui effectivement sur le moment est la plus excitante, mais surtout de ce point de vue-là. Ou bien on va dans un contexte comme celui qu'on vit en ce moment où c'est plus compliqué de trouver un job, effectivement, prendre une mission qu'on n'aurait pas pris en temps normal, qui nous convient pas tout à fait, qui est peut-être pas rémunérée au niveau qu'on souhaiterait. Alors là, je dis pas qu'il faut pas la prendre, cette mission. Effectivement, parfois, la fin justifie les moyens. En revanche, ce qu'il faut continuer de soigner absolument, parce que c'est ça qui garantit le fait que on va continuer durablement, y compris dans les moments difficiles, de trouver des missions, de trouver des clients qui vont nous faire confiance. Ben, il faut évidemment continuer de soigner son réseau, de soigner la relation avec son réseau, de ne pas trahir la confiance que placent en nous des clients qui un jour nous confient un job qui peut-être ne nous intéresse pas plus que ça ou qu'on choisit un peu par défaut, mais qui en revanche a une grande importance pour le client qui nous la confie. Donc, il faut jongler avec tout ça, c'est-à-dire à la fois accepter parfois de prendre un engagement sur un sujet qui nous botte pas particulièrement ou qu'on n'aurait pas forcément choisi dans une période plus faste en termes de mission. Mais il faut malgré tout assumer autant que possible, ou en tout cas soigner la communication avec le client qu'on rejoint, parce que c'est important pour lui et parce que découle de tout ça l'image qu'on va laisser et finalement, à la longue, notre réputation. Et la réputation, quand on est indépendant, c'est finalement le bien le plus précieux qu'on a, qui n'est pas forcément dans le CV, mais c'est ce qui va garantir dans la durée que les clients vont continuer de nous recommander, de faire appel à nous, peut-être nous aider tout simplement les uns et les autres à construire un parcours solide avec globalement quand même de belles missions sur lesquelles on sera resté un moment ou en tous les cas pour lesquelles on aura eu des retours positifs du client, sur lesquels on pourra s'appuyer pour la suite. Et donc tout ça permet de finalement, en ayant une vue vraiment long terme, du profil qu'on représente sur le marché en tant qu'indépendant, bah, ça permet de garantir un peu l'avenir et d'encaisser beaucoup mieux les secousses quand ça va un peu moins bien. Bah ouais, ça, en effet, le réseau, c'est vraiment primordial, hein. C'est le truc que tu construis dans le temps et qui va rester quoi qu'il arrive. Et en effet, le réseau, ça se construit par la confiance, en démontrant ses compétences et voilà. Et c'est vrai que ce que tu viens de dire, et notamment le fait de sortir de sa zone de confort, c'est vraiment un des éléments très importants. Bon, déjà, je pense qu'on se lance pas en freelance si on n'a pas un minimum l'habitude de sortir de sa zone de confort. Mais même au sein des freelances, évidemment, il y a différents niveaux de prise de risque. Et c'est vrai que on est toujours pris un petit peu dans cet étau entre, en même temps, comme je suis à mon compte, on m'attend pour des compétences bien spécifiques et très développées, et on s'attend pas à ce que, voilà, à ce que j'apprenne des choses sur la mission. Et en même temps, il faut bien que j'apprenne des nouvelles choses de temps en temps, et c'est pas sous prétexte qu'il y a, je sais pas, un mot que je comprends pas dans la mission, qu'il faut absolument la refuser, parce que bah voilà, peut-être qu'en fait c'est assez trivial, que c'est propre à ce métier-là, et qu'en l'espace d'une heure, j'aurais déjà compris le pourquoi et le comment. Et donc en effet, tu fais bien de préciser que les missions les mieux payées sont pas toujours les plus intéressantes pour votre carrière, en fait. Ça, c'est un truc quand même très important. Et même d'ailleurs, enfin, on peut même parfois, en tout cas, avoir l'effet inverse, où justement, c'est plutôt des très grosses structures qui vont pouvoir mettre des très gros budgets, mais derrière, du coup, le travail au quotidien est peut-être beaucoup moins épanouissant et beaucoup moins intéressant,
que si vous trouvez un projet pour une startup qui serait peut-être plus innovant, dans lequel vous auriez peut-être plus de liberté. Voilà, donc et puis il y a toujours un argument. D'ailleurs, je suis intéressé d'avoir un peu ton avis là-dessus. Mais par exemple, évidemment, donc il n'y a pas que le TJM. Et justement, dans l'équilibre pro-perso, on pourrait parler de tout ce qu'il y a autour, et notamment de ce qui vient très souvent, à savoir le télétravail. Alors, moi, j'ai toujours défendu l'idée, parce que je l'ai vécu et que j'ai accompagné des centaines de personnes qui l'ont vécu ici, que globalement, c'est toujours beaucoup plus facile de réclamer et d'obtenir du télétravail quand on est freelance plutôt que quand on est salarié. Et c'est ce qui m'a permis, voilà, dès 2013, de pouvoir travailler quasiment tout le temps en remote sur toutes les missions que j'ai pu faire, au moins partiellement. En tout cas, je pense que ça fait un bon moment que j'avais plus besoin de faire une mission 100% sur site. Mais voilà, je vois passer beaucoup de trucs en ce moment, justement, et notamment le fait que, comme le marché se tend, beaucoup d'entreprises en profitent pour enlever ce petit bonus en disant les gars, maintenant le remote c'est fini, on n'a plus besoin de ça pour vous faire venir, donc on oublie. C'est un truc que vous ressentez, ça, que vous voyez un peu sur le marché? Alors, moi, je l'interprète pour l'instant, parce que pour l'instant, voilà, on a tous un avis, mais on verra ce que nous dit la réalité, ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines années. Je le vois un peu différemment. Effectivement, oui, c'est un sujet, le télétravail, pour les entreprises en général, y compris aujourd'hui pour des boîtes très, très tech, hein, qui font des gros pas en arrière. Pas forcément pour l'arrêter totalement, mais en tous les cas, ils reviennent sur ce qui avait été mis en œuvre. Pas toujours, ou en tous les cas, c'est ce qui est communiqué, mais je pense que c'est sincère, pas toujours dans une optique de productivité. Il ne s'agit pas forcément de dire que on renonce au télétravail, en tout cas en partie, pour les problématiques de productivité, pour remettre tout le monde au boulot, enfin bref, les mauvais vieux réflexes. Je ne pense pas que ce soit complètement ça, mais je pense que pour une entreprise, d'ailleurs, moi, je vais parler pour le cas qui nous concerne. Chez Freelance République, à part pour ceux qui sont vraiment en province, dans des toutes petites agences, mais chez Freelance République, on tient globalement tous dans l'équipe à nos 2 jours de présentiel par semaine. Et c'est pas 2 jours n'importe quel jour, parce que le seul objectif qu'il y a à se réunir, qu'il y a à être en présentiel, c'est de se réunir justement et pas seulement pour bosser d'ailleurs, mais voilà, ça crée un peu de lien dans les équipes. Mais c'est aussi parce que, et ça c'est ce qu'on voit venir, c'est ce qu'on entend dans les grandes boîtes notamment, il y a le souci de s'assurer que on ne perd pas en termes de qualité de la formation des jeunes, et aussi en termes d'innovation. Donc les 2 trucs qui sont mis en avant le plus pour justifier le retour au bureau en partie dans les grandes entreprises, dans les entreprises en général, c'est la créativité, l'innovation et la formation. Je pense sincèrement que ça a du sens, mais en revanche, ça a beaucoup moins de sens pour des prestataires, notamment les indépendants, qui eux interviennent ponctuellement, même si c'est parfois pour des missions longue durée, et qui apportent une expertise, qui sont moins concernés, même s'il y a des indeps qui sont de plus en plus jeunes, mais ils sont un peu moins concernés par la formation. En général, on a recours à leurs services parce qu'ils ont une expertise à apporter, qu'ils sont tout de suite productifs. Et pareil, ils sont également moins concernés par la formation. La notion d'innovation et de créativité, c'est discutable. Mais voilà pourquoi je pense malgré tout que ça devrait moins concerner les prestataires, et notamment les indeps, que les internes dans l'entreprise. Ok. Ouais, c'est intéressant, effectivement. Moi, mon point de vue, il a jamais trop changé là-dessus. C'est que, effectivement, de toute façon, le remote, ça met en évidence les défauts de communication. Et évidemment, c'est plus facile de communiquer en physique. On sait tous pourquoi, ne serait-ce que parce que 70% du message ne passe pas par la parole. Et donc, en fait, ça demande une discipline et certaines habitudes et un niveau de transparence et de bienveillance qui est loin d'être le standard, malheureusement, de beaucoup d'entreprises pour que ça fonctionne vraiment à l'échelle, quoi. Mais en effet, dans tous les cas, c'est complètement sain. Et d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, autant ça fait très longtemps que j'ai pas eu à travailler
entièrement en présentiel, autant ça fait très longtemps aussi que j'ai pas eu à travailler entièrement en remote, parce qu'en général, on apprécie quand même d'avoir des journées où on peut se rencontrer. Et c'est là d'ailleurs que c'est très intéressant, c'est comment on le fait parce qu'on a envie et qu'on a l'impression Exactement. que ça fait gagner du temps et que c'est productif, et on va garder un certain nombre de sujets justement spécifiques à traiter ce jour où on est ensemble parce qu'on sait que physiquement ce sera plus simple à gérer. Donc c'est ça qui est très intéressant. Mais du coup, le conseil que je donne beaucoup aux freelances qui veulent profiter de ça, qui considèrent que pour eux, parce que en termes de qualité de vie et d'équilibre pro-perso, c'est quand même indéniablement un gros avantage. Voilà, nous on le voit aujourd'hui, donc chez Superindep, on fait beaucoup de remote avec tous nos salariés. Ben évidemment, quand ils ont besoin d'aller chez le médecin, d'aller récupérer un enfant malade, ça rend tellement service sur tout un tas de sujets où on n'est plus obligé de s'organiser, de se retrouver dans les bouchons avec tout le monde à 19h, etc. Ça, en termes de bienfaits dans le quotidien, c'est assez flagrant. Et donc le conseil que je donne aux freelances qui veulent défendre ça, c'est justement d'être absolument irréprochables dans leur communication et leur bienveillance d'ailleurs. Dire, tu peux réclamer du remote, mais derrière, c'est à toi d'être proactif sur la transparence. Que, en gros, il faut pas que tu aies voilà, un chef de projet ou un collègue qui ait besoin de te courir après pour avoir des infos. Il faut que tu aies un niveau de transparence maximum, que tu fasses, voilà, que tout le monde puisse voir où tu en es, que tu fasses peut-être beaucoup, que tu montres aussi que c'est pas parce qu'il y a de la distance qu'il peut pas y avoir de collaboration, comme on est en train de le faire ici. Voilà, c'est pas parce qu'on n'est pas à côté qu'on peut pas faire une présentation ensemble, qu'on peut pas discuter. On peut faire des visios, on peut faire des appels, voilà, on peut collaborer sur tout un tas de sujets en synchrone ou en asynchrone avec les bons outils. Mais voilà, donc c'est juste pour dire que souvent, j'entends des gens se plaindre de dire ah bah l'entreprise elle ne veut pas me laisser faire du remote, etc. Faut pas oublier que c'est aussi la responsabilité, en l'occurrence ici du freelance, bah, de montrer les bonnes pratiques et de montrer qu'en fait il est prêt à travailler en freelance et que ça va pas justement impacter, tu en parlais tout à l'heure, sa productivité. Au contraire, quand c'est bien fait, normalement ça devrait l'augmenter puisqu'il va pouvoir, et c'est exactement le sujet ici, mieux gérer sa vie perso en fonction de sa vie pro, et donc très concrètement, en vérité, il va pouvoir mieux travailler en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Exactement, mais tu sais, alors là, je vais prêcher un peu du coup pour notre paroisse, à tous les deux, mais on est tous ensemble dans le même bateau. Tout à l'heure, je parlais d'épanouissement dans sa mission et de l'impact que ça avait sur son niveau de bonheur en général. Et on sait que l'entreprise, il y a beaucoup, beaucoup à gagner également parce que être épanoui au travail, être heureux dans sa vie personnelle, bah, c'est évidemment, ça nous rend beaucoup plus productifs et performants au bénéfice de l'entreprise. Donc tout le monde a à y gagner et il y a un véritable enjeu. Celui dont on peut parler, tout à l'heure, là, on parlait finalement de l'image qu'on donnait ou de la liberté qu'offrait le télétravail. Évidemment que ça offre beaucoup de liberté. Quand l'entreprise parvient à engager ses collaborateurs, quels qu'ils soient, que ce soit des internes ou des prestataires, et donc des freelances, je veux dire, le sujet et que la question de la confiance est réglée, effectivement, qu'on soit en présentiel ou en télétravail, il n'y a plus de sujet. Donc l'entreprise, de ce point de vue-là, a un gros enjeu qui est de parvenir à engager ses collaborateurs, à faire en sorte qu'ils soient naturellement et spontanément et sincèrement impliqués, engagés dans ce qu'ils font. Et après, on sait très bien que le télétravail, au contraire, rend tout le monde beaucoup plus productif. Le présentiel pour les internes, pour les salariés, tel qu'on le pratique par exemple chez nous, chez Freelance République, dans une certaine mesure, c'est plus pour la cohésion des équipes internes, parce qu'ils aiment bien se voir, parce qu'ils aiment bien passer du temps ensemble. On est moins productif au bureau, hein, chez nous. Au bureau, on va manger au resto, le soir, ils vont boire un verre, ça discute à la cafette, finalement, ça bosse moins, mais c'est important pour d'autres raisons à côté. Mais donc, une fois qu'on a engagé sur des projets, sur des trucs intéressants, qu'on a trouvé tous les moyens, tous les leviers qu'on peut utiliser pour engager ces équipes, quel que soit leur statut, y compris les freelances dans l'entreprise, bah derrière, évidemment, que le télétravail n'est plus un enjeu. Et donc, ce que je voulais dire, quand je disais que j'allais prêcher pour notre paroisse, bah, c'est qu'un des enjeux pour le freelance, pour justement aller dans le sens de l'équilibre vie pro, vie perso, eh bien, c'est d'être, à moins qu'on puisse être totalement autonome sur tous les sujets qui font le quotidien d'un freelance, c'est d'être bien accompagné.
c'est d'être bien accompagné déjà pour pouvoir se décharger autant que possible de toutes les contraintes du quotidien en tant que freelance. Et donc là, c'est Super Indep qui fait le job, qui intervient et qui simplifie la vie de tout le monde. Et puis, c'est de s'engager sur les bonnes missions, d'être soi-même la bonne personne pour apporter une véritable valeur ajoutée dans la bonne équipe, dans la bonne entreprise, dont éventuellement on partage les valeurs, ou en tous les cas dans laquelle on va se sentir bien et s'épanouir, pour travailler sur le bon projet, celui qui va permettre de s'épanouir personnellement, de développer les bonnes compétences, d'apporter aussi soi-même l'expertise qui fait notre valeur ajoutée et qu'on va pouvoir partager. Bref, ce qui fait qu'on s'épanouit. Et encore une fois, j'y reviens, mais c'est super important. Alors nous, depuis des années, ça fait 10 ans qu'on s'est lancé, on entend les trucs sur la révolution du freelancing, hyper pompeux bien souvent. On prétend, on va changer le monde, on représente le future of work, etc. Bon, bref. Eh ben, on est aussi convaincu par un truc qui est hyper tarte à la crème et pompeux, mais dans lequel on croit vraiment, encore une fois, c'est qu'on pense pouvoir avoir un impact sur le niveau de bonheur de tous les membres de notre communauté, et que cet impact peut d'une part, eux, les rendre plus heureux et leur permettre de mieux gérer effectivement leur équilibre vie pro, vie perso, et puis surtout, les rend plus performants au bénéfice de l'entreprise. Donc tout le monde y trouve son compte. Ils sont plus productifs, l'entreprise est plus performante et eux-mêmes sont plus heureux. Et du coup, quand on est plus heureux, je pense, je reviens à tout ce que tu disais avant sur la gestion du télétravail, comment on parvient à obtenir ça de son client, comment on gère son quotidien par rapport à son boulot, moi, je suis convaincu que quand on est épanoui dans ce qu'on fait, qu'on est bien dans sa mission, qu'on travaille en confiance avec l'équipe avec laquelle on bosse, qu'on aime le projet sur lequel on bosse et l'entreprise pour laquelle on bosse, en fait, tout le reste se fait naturellement sans même qu'on y pense et en confiance. Et effectivement, on va bosser peut-être parfois à distance, on va avoir plus de liberté pour gérer son quotidien par ailleurs, sans forcément que ça aligne des red flags partout côté client. Enfin bref, on travaille en confiance. On est productif parce qu'on aime ce qu'on fait et pour qui on le fait, et tout le monde s'y retrouve en fait. Donc, le bon choix, le choix de la mission qu'on va opérer effectivement, pour qui on va investir du temps, s'engager dans son boulot, et ensuite comment derrière on va manager sa vie, en gros tout l'admin, sa vie pro, et qui nous aide à le faire, effectivement, je pense que ça a un gros impact sur son épanouissement et la façon dont il est perçu par l'entreprise, et finalement la gestion de l'équilibre entre vie pro et vie perso. Eh ben, déjà, je pense que tu as fait en effet une transition toute trouvée avec ce dont je voulais parler juste après, qui est justement de parler peut-être un peu du côté moins sexy, de mêler sa vie pro et sa vie perso, parce que ça crée aussi quand même des problèmes. Mais d'abord, je suis ravi que tu aies posé le mot confiance, que tu as posé d'ailleurs plusieurs fois, parce que c'est vraiment ça le fond du sujet en fait, hein. Quand il y a de la confiance, en vérité, on s'en fout. Et on s'en fout de tout, c'est-à-dire on s'en fout que tu sois salarié ou freelance, on s'en fout que tu travailles de 13h à 17h ou de 17h à 23h. Alors, bon, modulo éventuellement des échanges et des moments synchrones avec le reste de l'équipe, mais voilà, sur le principe, quand il y a de la confiance, c'est vrai que c'est pas un sujet, et effectivement, voilà, typiquement nous aujourd'hui chez Super Indep, mais c'est le cas dans de plus en plus de boîtes, un salarié qui a un mal de crâne, il n'a pas besoin d'inventer une excuse, il dit j'ai un mal de crâne, je vais me reposer, et voilà, et comme ça il met un message sur le Discord, tout le monde est au courant que là il est pas bien et qu'il se repose un peu, et puis il reviendra quand ça ira mieux, ou il ira voir le médecin si ça ira pas mieux, mais on se pose pas de questions, en fait, c'est à partir du moment où la confiance marche dans les deux sens, on sait avec qui on travaille et pourquoi, et on sait pourquoi on travaille et avec qui, et du coup, c'est vraiment la meilleure base possible, alors que dès qu'on va rentrer dans la méfiance, effectivement, on va dire, alors qu'est-ce que tu as fait hier, fais-moi un compte rendu, fais-moi un rapport, machin, voilà. Donc, il faut vraiment trouver ce juste milieu, mais il faut évidemment accepter que la confiance, ça se gagne. C'est pas un truc qu'on a par défaut. On arrive chez un nouveau client, il est légitime qu'il ne vous fasse pas forcément confiance, même si il a pu vous faire passer des entretiens et qu'il est sans doute très sympa sur le papier. Il ne faut pas oublier que vous êtes quand même un coût important, évidemment, pour un entrepreneur, hein. Mettez-vous à leur place, hein. Vous êtes des entrepreneurs. Mettez-vous à leur place, essayez d'imaginer ce que ça vous ferait de devoir payer quelqu'un en face que vous payeriez votre TJM
bon, bah, normalement, oui, quand on commence à payer quelqu'un plusieurs centaines d'euros par jour, on s'attend quand même à ce qu'il apporte une vraie plus-value à son business. Donc voilà, il faut aussi accepter ça. Mais du coup, oui, pour la suite, je voulais rebondir un petit peu là-dessus. C'est-à-dire que pour l'instant, on a alors un peu volontairement surtout parlé des côtés positifs du fait de pouvoir mixer sa vie pro et sa vie perso plus facilement quand on est en freelance. Mais on va pas se mentir, et tous les entrepreneurs le savent, ça n'a pas que des effets positifs. Parce que, où est-ce que je mets la frontière? Justement, je disais tout à l'heure, tiens, je peux travailler de 17h à 23h au lieu de travailler de 13h à 17h. C'est vrai, mais je peux aussi travailler de 13h à 23h si je veux. Je peux même travailler de 13h à 23h pour 2 clients différents, pourquoi pas? Rien ne me l'interdit, si j'arrive à faire rentrer 2 journées dans une seule journée. Je peux travailler, je sais pas, quand je suis, en train de regarder le spectacle de ma fille, je peux envoyer des emails, plutôt que de regarder ce qui se passe. Enfin bref. Donc évidemment, il y a aussi ce risque inverse, de faire rentrer le travail dans sa vie perso. Il y a même un terme d'ailleurs pour ceux qui prennent des vacances, il y en a qui sont des grands adeptes de ce qu'on appelle les tracances et qui défendent justement cette façon de faire et de dire: «Moi, en fait, je mélange tellement le pro et le perso que même quand je suis en vacances, je travaille, mais je travaille, depuis la plage, donc voilà, je me mets pas la pression, c'est peut-être 3 heures par jour, mais je déconnecte jamais, entièrement». Et là derrière, il y a quand même une réflexion psychologique forte, hein. Ça veut dire concrètement qu'en fait, ils vont ce que je peux tout à fait comprendre en tant qu'entrepreneur, ils vont être capables de mieux se reposer et se sentir plus à l'aise en se disant: «Au moins je suis là et je gère les urgences et je sais quand même ce qui se passe», plutôt que: «OK, je déconnecte complètement, mais du coup, si ça se trouve, pendant que je suis pas là, il y a le feu» et voilà, il y a une certaine peur en fait de lâcher prise et de se retrouver dans une situation, ingérable ou d'avoir des trop mauvaises surprises quand on revient, quoi. Toi, tu as des expériences ou des feedbacks par rapport à ce genre de problématique ou peut-être des Non, mais tu vois, c'est le seul sur quoi je peux rebondir. C'est toujours pareil, c'est qu'en plus, en fonction de, et on peut le gérer, on peut gérer la situation que tu viens de décrire. Ça peut se faire avec beaucoup d'honnêteté et dans un souci justement de continuer de rester disponible et de délivrer. Mais ça peut créer des problèmes d'image côté client quand on considère soi-même qu'on est au boulot alors qu'en réalité on est sur un lieu de vacances ou je ne sais quoi. À quel moment on prévient le client et est-ce que lui va considérer qu'on est réellement au boulot s'il pense que on est en réalité je sais pas, dans sa résidence secondaire ou sur un lieu de vacances. Euh, euh, Moi, alors, nous qui nous travaillons, alors c'est vraiment lié à notre modèle, donc je ne fais pas une généralité. Quand on travaille sur des missions long terme et full time, les entreprises globalement, en général, elles s'attendent, même si c'est pas forcément la nature de l'activité freelance, elles s'attendent à avoir quelqu'un voilà, qui dédie son activité, en tous les cas en semaine, pendant les jours de travail, les semaines conventionnelles, qui dédient son activité à leur projet. Donc avoir plusieurs clients, finalement, on peut s'engager énormément de tous les côtés. Effectivement, arriver à un point de surcharge de travail, de surcharge mentale qui fait que c'est pas bon pour soi. Et puis finalement, c'est pas forcément bon non plus pour l'image qu'on va renvoyer vis-à-vis de l'ensemble de nos clients qui vont pas toujours avoir le sentiment d'en avoir pour leur argent de leur côté. Donc, je pense que c'est risqué. Mais encore une fois, non, je parle de notre modèle, mission long terme, full time. C'est risqué à tout point de vue. Déjà, d'un point de vue perso, pouvoir assumer ça durablement, je suis pas sûr que ce soit possible. Et en plus de ça, de l'image qu'on peut donner vis-à-vis de ses clients. Donc, je suis assez aligné avec ça. effectivement, ça rend nécessaire, je pense, les bases qu'on doit poser, le cadre qu'on doit poser, les frontières qu'on doit poser quand même en quelque sorte pour encadrer son quotidien et éviter de trop en faire. Parfois en étant plein de bonnes intentions, mais finalement avec un résultat qui sera mauvais de tous les côtés, quoi. Ouais, mais c'est même au-delà du parfois, c'est systématiquement, dans une volonté de bien faire et de rendre service à un maximum de gens et tu vois, on peut retourner un peu, tout à l'heure je disais, oui, en rigolant, qu'on pourrait prendre 2 clients dans la journée au lieu d'un, mais des fois c'est fait justement pour rendre service parce que, justement on a déjà du passif avec ce client, il nous demande un service d'une semaine, on dit: «Allez, OK, je vais le prendre, mais en même temps j'ai déjà une mission à plein temps. Bon, c'est pas grave, je travaillerai un peu les week-ends».
ah mais zut, il fallait que j'aille voir mes beaux-parents ce week-end, bon bah je travaillerai dans le salon. Exactement. Donc, en fait, il faut surtout être très honnête, si tu l'as bien dit, très transparent. Mais je pense là où c'est le plus difficile, c'est qu'il faut être transparent et honnête avec soi-même, en fait. Mm. C'est-à-dire qu'à la limite, être transparent et honnête avec les autres, ça peut être facile, hein, et dire bon bah oui, je peux prendre ta mission, mais je te préviens, ce sera soirée week-end en mode best effort. Je peux pas te donner de délai parce que je sais pas trop comment ça va se passer. Ça, à la limite, c'est la partie facile. Mais par contre, c'est surtout avec vous-même, c'est-à-dire jusqu'à quand et comment vous pouvez ajouter ça dans votre vie perso et dans quelle mesure ça vous impacte. Et là où c'est très difficile, bah, c'est souvent, enfin, si on entend autant parler de burn-out, c'est très souvent à cause de ces sujets-là. C'est-à-dire qu'en fait, on empile, on se dit, bah, c'est bon, ça passe, je rends service, si c'est bon, j'arrive encore à voir ma famille, ok. Et puis en fait, au bout d'un moment, le corps lâche parce qu'il dit, bah, écoute, tu me dis que c'est bon, mais en fait, tu dors 3 heures par nuit depuis 3 semaines, tu prends à peine le temps de manger, donc c'est juste plus possible, quoi. Et donc, en effet, ça fait bah, une très bonne transition aussi avec finalement l'étape suivante qui serait bah, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer d'avoir un bon équilibre pro-perso et quels sont les conseils qu'on pourrait donner à ce niveau-là. Et globalement, tu as parlé de limites, de cadre, bah, c'est exactement ça. Le cadre, les limites, les routines, c'est un truc que je répète beaucoup à tous les entrepreneurs. De toute façon, en gros, plus vous avez de choses à gérer, plus vous avez de charges et de charges mentales notamment, et plus vous avez besoin de routine justement pour que votre cerveau il n'ait pas besoin de réfléchir pour gérer les priorités et surtout justement des routines, notamment pour prendre soin de vous. Par exemple, une routine, voilà, je sais pas, de faire un footing tous les lundis matins, c'est probablement une routine qui va vous faire beaucoup de bien. Et peu importe qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que vous soyez fatigué, vous le faites et vous vous posez pas la question de s'il faut aller le faire ou pas ou si vous avez le temps de le faire parce que de toute façon c'est votre routine et donc vous savez que vous devez le faire. Alors c'est un exemple parmi d'autres, hein, vous n'êtes pas obligé de faire des footings, mais en tout cas voilà, prendre des routines, alors aussi saines que possible hein, évidemment, parce que si vous prenez des mauvaises habitudes ça va pas vous aider, mais c'est vraiment ce côté poser un cadre, des limites, des routines et donc chacun après justement peut définir son cadre et chacun après est suffisamment grand aussi pour définir quand et comment il peut éventuellement sortir de ce cadre. Comme je disais tout à l'heure, peut-être que si c'est exceptionnel pendant 2 semaines, dormir moins et travailler le week-end, bah, ça peut être acceptable ou pas, mais en tout cas, vous en êtes le seul juge. Mais juste, il faut bien prendre en compte tous les paramètres, et notamment le paramètre d'ailleurs qu'il n'y a pas que vous. C'est-à-dire aussi, ben, finalement, justement, on parle d'équilibre pro-perso, d'impact sur votre vie perso. Quand vous, en tant que personne, vous décidez de travailler le week-end, comment est-ce que ça impacte bah, peut-être votre famille, vos enfants si vous en avez, vos amis, vos proches, etc. Bah, ça fait partie aussi de tout ça, quoi. Donc c'est voilà, c'est un vrai sujet. Et, euh, et notamment dans les cadres, c'est pareil, autant il y a beaucoup d'inconvénients au fait de devoir se déplacer pour aller travailler. Mais il y a quand même au moins un gros avantage, justement, c'est que ça crée un cadre obligatoire. On travaille de telle heure à telle heure, bon, à quelques demi-heures près, et on a, mine de rien, très souvent une phase de transport, qui peut être à pied, en métro, en vélo, en voiture, peu importe, mais qui fait justement vraiment cette transition entre bah, le monde du travail et le monde de la maison. Et donc, quand on casse en fait ce distinguo-là, et bah, du coup, des fois, on se retrouve effectivement soit à travailler un peu tout le temps, soit l'inverse peut être vrai aussi, hein, à gérer des affaires personnelles alors qu'on devrait être en train de travailler. Et donc, se donner un cadre, un rythme, des routines, c'est vraiment des recommandations ben, que je fais tout le temps. C'est à vous de trouver ce qui vous convient, c'est le gros avantage notamment en tant que freelance, c'est que ben, quand vous êtes salarié, on vous l'impose. En tout cas, on vous en impose une bonne partie. Là, quand vous êtes en freelance, vous avez normalement plus de liberté sur ce que vous voulez mettre en place. Et donc, c'est à vous de choisir ce qui vous convient. Mais voilà, il faut vous dire, bah, par exemple, même si vous êtes en télétravail, bah, je sais pas, de 8h30 à 9h, je prends mon petit déjeuner. Et après, à partir de 9h, je sais que je suis devant mon ordi en train de travailler jusqu'à 11h30. Et puis à 11h30, peut-être que je sais pas, je dépile les réseaux sociaux si mon métier c'est de faire social media manager ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà. Donc vraiment, plus vous augmentez votre charge mentale et plus vous avez besoin de ce type de cadre pour pas déraper.
Et l'autre point, évidemment, et là-dessus, je pense aussi que tu auras des retours d'expérience, ou en tout cas que tu as dû voir des gens le vivre ou le vivre, bah, évidemment, tu veux déléguer un maximum de choses. Tu veux t'organiser et en gros, tu veux t'organiser, prioriser et déléguer tout ce qui n'est pas utile que tu fasses, tout ce que tu peux facilement faire, soit à des robots, soit à des logiciels, soit à d'autres personnes quand tu as les moyens de payer d'autres personnes pour le faire. Oui, alors moi je vais pas rebondir là-dessus, c'est plus là pour le coup sur la façon dont chacun individuellement peut s'organiser pour éviter, pour automatiser ou éviter tout ce qui peut être répétitif ou simplement déléguer et s'appuyer. Moi je m'attache, enfin je pense surtout à ça, s'appuyer sur les bons partenaires pour être soulagé, alimenté en mission d'un côté, soulagé sur toutes les contraintes du quotidien, la nuit, etc. Ça, je pense que c'est essentiel. Euh, Soigner encore une fois la relation avec pas seulement tout à l'heure on parlait des clients pour lesquels on travaille, mais avec ses partenaires. Moi j'ai participé à un salon d'acheteurs il y a tout récemment au début du mois d'octobre, et c'était l'occasion encore une fois donc de beaucoup échanger avec eux et de faire le constat ensemble que la relation achat-fournisseur avait beaucoup évolué. Bon, attention, il y a toujours, selon les clients ou les moments, il y a toujours parfois des frictions, c'est pas toujours simple. Les acheteurs restent des acheteurs, ils ont une mission, et voilà, le, le, le prix, la pression qu'ils peuvent mettre sur leurs fournisseurs en fait partie, mais le logiciel, quand même, globalement, a beaucoup évolué, la qualité de la relation aussi. Et donc, il y a vraiment une logique de partenariat, de co-construction, alors évidemment avec des fournisseurs qu'ils vont choisir, mais je pense que c'est la même logique qui doit se développer aujourd'hui, qui doit exister entre les prestataires de l'IT, en tous les cas les freelances, parce que c'est ceux qui nous occupent aujourd'hui et qu'on adresse, et leurs partenaires. Euh, il y a toujours eu beaucoup de défiance entre les prestataires et les boîtes de services qui les faisaient bosser. C'est toujours le cas aujourd'hui, et il y a des raisons. Mais je pense là aussi que dans bien des cas, la relation a beaucoup changé et que quand on est freelance aujourd'hui, on peut se construire un réseau de partenaires solides, de confiance, et avec lesquels on doit pouvoir communiquer justement en confiance. Et à la fois, on doit pouvoir faire confiance à ceux qui nous accompagnent et on doit aussi pouvoir chacun inspirer la confiance. Et donc, moi, je vous invite pour pouvoir être aidé autant que vous en avez besoin et pour pouvoir surtout vous soulager dans votre quotidien et mieux manager votre équilibre vie pro, vie perso. Entourez-vous des bons partenaires, choisissez-les bien. Ce ne sera pas forcément les mêmes pour tout le monde. Choisissez ceux qui vous comprennent et qui vont le mieux vous accompagner. Et soyez aussi exigeants avec vous-même dans votre communication avec eux, parce que c'est comme ça qu'ils travailleront mieux pour vous. Et c'est comme ça que vous construirez durablement les meilleures relations, les relations les plus productives, celles qui vous permettront, encore une fois, j'y reviens encore une fois, mais parce que tout ça, c'est une réaction en chaîne, hein, c'est un cercle vertueux, ce qui vous permettra de construire le cadre dans lequel vous serez le plus à l'aise, le plus confortable pour gérer votre quotidien. Alors ça, c'est Emilien, super indep, par exemple. Et puis par ailleurs, vous engager sur les sujets qui vous intéressent le mieux, avec quelques partenaires qui vous comprennent, qui vous font confiance aussi, qui vont vous solliciter, vous proposer des projets intéressants dans lesquels vous allez vous épanouir. Mais pour ça, c'est important que la confiance soit mutuelle et donc que la communication soit voilà, franche, honnête et permettre de construire des relations durables, efficaces. Et ben ouais, très intéressant. Forcément, c'est un truc que j'ai vécu aussi en tant que dev, cette fameuse défiance et ces relations pas toujours très saines, aussi bien avec les services achats que les différents intermédiaires, hein, en effet, avec lesquels
on doit travailler, et pourtant, effectivement, enfin, ça fait partie, comme tu le dis, enfin, les relations évoluent. Derrière, il y a tout le temps des humains et en fait, bah, oui, on a peut-être des intérêts et des missions différentes dans l'absolu, mais la relation n'existerait pas si on pouvait pas tous y trouver de l'intérêt. Donc forcément, en étant suffisamment intelligent, on peut tous en tirer un bénéfice intéressant. Eh ben écoute, merci beaucoup pour cet échange. Merci. Voilà, je pense que Merci à ce qu'on tous. pourra retenir, c'est que bah, être freelance, ça donne des libertés, mais que finalement, ces libertés, elles ont aussi un coût, et que en gros, il faut bien savoir les gérer, notamment pour pas que ça que ça puisse plomber complètement votre vie perso. Euh, alors, est-ce que justement, on a une question de Vivien, est-ce qu'on a des conseils, des méthodes, des outils pour mieux gérer son temps au quotidien? Parce que Vivien a une problématique de vouloir tout faire en même temps. Alors écoute, toi, tu as peut-être des tips, Vincent, moi j'en ai au moins 1 million là-dessus, Ah bah parce que vas-y, je t'en prie. c'est Alors, un gros sujet pour moi aussi, évidemment maintenant en tant que CEO de Super Indep. Bah, comme vous pouvez l'imaginer, j'ai un niveau de charge et de choses à faire qui a même encore explosé par rapport à quand j'étais freelance. 2 conseils que je peux te donner, un livre qui s'appelle Getting Things Done, qui est une très très bonne ressource que je peux vous remettre dans le chat, bon, qui est un peu une référence sur le sujet. Concrètement, Getting Things Done, ça t'apprend à faire des to-do list, mais des vrais to-do list efficaces où il y a toujours tout dedans. En fait, la philosophie qu'il y a derrière, que je trouve très intelligente, en tout cas, qui moi me parle beaucoup, c'est d'essayer justement de décharger ton cerveau et d'accepter que ton cerveau est un très mauvais moyen de savoir qu'est-ce que tu dois faire et quand. Parce que ton cerveau, c'est le spécialiste pour, pendant que tu es en train de taper tes lignes de code pour résoudre ton problème grave pour ton client, pour te dire ah, au fait, il faut que tu récupères les enfants à 17h ce soir, ou ah, tiens, est-ce que tu as envoyé le message à mamie pour lui souhaiter un bon anniversaire? Bref, il te ressort des trucs pile au moment où tu n'en as pas besoin. Et donc, le principe de Getting Things Done, c'est fais-toi des listes organisées. Enfin, c'est un des principes, hein, il y en a plusieurs bien sûr, mais un des principes les plus enfin, que je trouve les plus intéressants ou les plus répandus, c'est cette gestion de to-do list, où en gros le principe c'est de dire, ben, en fait, essaye de te rassurer en te disant que tu n'as plus besoin de ton cerveau, parce que peu importe ce que tu as à faire, tu vas le retrouver dans une liste. Et en gros, ça consiste à accepter que du coup, tu peux tout mettre dans des listes, aussi bien écrire un message à mamie que résoudre ce problème pour mon client. Et en gros, quand tu arrives à mélanger un petit peu tout ça, tu peux faire des choses assez intéressantes. Moi, en tout cas, ça m'a pas mal aidé. Et alors après, vraiment, pour le quotidien du quotidien, surtout qui marche très bien quand tu es dev, que moi, j'utilise encore beaucoup maintenant, même si je fais un peu moins de dev qu'avant, c'est ce qu'on appelle la technique du Pomodoro. Donc là aussi, je peux vous mettre la référence, mais c'est assez connu dans le milieu. Mais là, le principe, c'est d'accepter également, ça revient toujours à accepter des problèmes avec son cerveau, hein, d'accepter que ton cerveau ne peut pas garder un niveau de concentration important trop longtemps d'affilée. Donc, ça sert à rien de te mentir et de te dire que tu vas être focus pendant 3 heures, c'est juste impossible. Là, par exemple, ça fait déjà 47 minutes qu'on parle. Ceux qui nous ont écoutés n'ont pas pu être focus pendant 47 minutes. C'est physiologiquement impossible. Il y a forcément des moments où on écoute moins, où on pense à autre chose, on vérifie son téléphone, et c'est normal. Et donc, la technique du Pomodoro consiste à te lancer en gros un chrono. Tu as plein d'outils pour faire ça, et dire pendant 25 minutes, là, je suis hyper focus. Je coupe toutes les notifications et je sais que pendant 25 minutes, je me concentre uniquement sur ce truc-là. Et toutes les 25 minutes, tu fais une pause de 5 minutes pendant laquelle, bah, là, tu peux partir à droite, à gauche, regarder un peu ce que tu as à faire, etc. Et tous les X Pomodoro, que tu peux faire varier, mais en gros, c'est tous les 3-4 Pomodoro, tu vas prendre une pause plus longue, où là, tu vas partir un quart d'heure, voire une demi-heure, pour vraiment te reposer. Donc voilà, en tout cas, quelques méthodes et outils très concrets que moi j'utilise au quotidien. Je ne sais pas si toi, tu en as quelques-uns à partager aussi, Vincent. Non, non, qui seront beaucoup moins pertinents. Donc, non, pour le coup, je devrais peut-être m'inspirer de toi et pour décrocher un peu de temps en temps. Mais non, non, je ne connais pas ces outils.
Voilà. Mais et pour répondre à ta question, Vivien, non, non, l'idée c'est que c'est pas toutes tes tâches sont des sessions de 25 minutes. En fait, c'est pas grave si ta tâche est pas terminée, on s'en fout. Simplement, le seul truc que tu garantis, c'est que tu travailles dessus par tranche de 25 minutes ininterrompues. Voilà. Et après, par contre, effectivement, globalement, mais ça c'est plus une problématique tech, enfin, par rapport à ta remarque dans le chat, quand tu te dis, bah tiens, j'aurais fini ce soir ou ce week-end, puis finalement tu te rends compte que tu n'y arrives pas. C'est pas forcément qu'un problème de productivité aussi, là, hein. Ça peut être juste un problème, enfin, d'estimation, qui est un problème assez connu dans la tech, où bah voilà, en fait, le moindre truc, le moindre fil qu'on commence à tirer, ça part dans des refactos dans tous les sens, ça soulève des problèmes qu'on n'avait pas anticipés. Donc voilà, ça va pas forcément t'aider à mieux estimer, mais par contre, ça va t'aider à mieux te concentrer sur tes tâches. Et moi, c'est un truc, enfin, pour te donner une idée, hein, parce que souvent, tant qu'on l'a pas pratiqué, on s'en rend pas trop compte. Quand tu commences à pratiquer ce genre de méthode, en fait, tu te rends compte que déjà, si tu arrives à faire 6 ou 7 Pomodoro vraiment complets, ininterrompus dans ta journée, tu es content. En fait, je suis en train de te dire que déjà, si tu arrives à faire 6 ou 7 sessions de 25 minutes dans une journée où tu es vraiment hyper focus sur ce que tu fais, tu es déjà très au-dessus de la moyenne. Et, voilà. Et c'est vraiment un des trucs, moi en tout cas, qui a bien changé ma façon de travailler et que j'ai commencé à appliquer pour le coup quand j'étais dev. Donc merci beaucoup pour ta question en tout cas. Si vous en avez d'autres, voilà, faut pas essayer ou hésiter, pardon, ou même si vous avez d'autres peut-être justement méthodes et références à partager sur les sujets de l'organisation, faut pas hésiter. Mais après l'autre point, même si on a déjà beaucoup insisté dessus, hein, c'est vraiment déléguer quoi. Quand il y a des choses bêtes aussi, mais par exemple souvent quand vous êtes dev, si vous avez des missions récurrentes et notamment peut-être des missions via Freelance République qui sont surtout des missions longues, vous avez certainement, par exemple, les moyens de vous payer une femme de ménage. Bon, bah, si pour vous, c'est chronophage de faire le ménage, bah, c'est le genre de choses que vous pouvez déléguer aussi. Là, je parle vraiment de choses très concrètes pour le coup. Mais après, il va sans dire que tout ce qui est paperasse, etc., ça en fait vraiment partie en premier lieu. Tous ces trucs-là où, en fait, c'est simple, où il faut vous dire, bah, est-ce que j'ai vraiment une plus-value à faire ça? Plus vous allez avoir de responsabilités et de choses à faire, et plus vous allez devoir vous poser la question, est-ce que c'est vraiment à moi de faire ça, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait le faire et qui pourrait peut-être le faire mieux? Ce qui fait qu'au final, ça me ferait gagner du temps et de l'argent. Voilà, c'est un petit peu exactement un des sujets phares chez Super Indep, puisqu'on passe notre temps à essayer d'expliquer, parce que la plupart des gens se disent, bah non, mais juste faire des déclarations à l'URSSAF, c'est bon, à la limite, je peux le faire. Et le problème, c'est que quand c'est mal fait ou pas cohérent avec la TVA, ou d'ailleurs que des fois on gère même pas sa TVA parce qu'on sait même pas qu'on est censé en gérer, bref, au final, c'est pas chronophage, mais c'est pas chronophage parce que c'est mal fait. Et donc, voilà. Des fois, même si ça semble pas chronophage, vaut mieux laisser un professionnel s'en occuper et avoir toutes les billes pour être sûr que c'est bien fait. Merci Emilien. Avec plaisir. Merci à vous, merci à tous pour l'écoute. Et puis, on espère à très bientôt, que ce soit chez Freelance République ou Super Indep. Au plaisir. Merci, Excellente bonne journée journée à tous. à Au tous. revoir. Bonne journée, au revoir.